Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série sur le processus de parrainage collectif. Dans cette vidéo, je vous guiderai dans l'étape 2, la présentation des demandes d'engagement, une phase essentielle du processus de parrainage collectif. Tout au long de la vidéo, vous verrez des encadrés apparaître à l'écran. Prenez le temps de les lire attentivement et n'hésitez pas à faire pause pour bien comprendre les informations importantes qu'ils contiennent. La période de présentation des demandes d'engagement, étape 2, débutera quelques mois après la fin de l'étape 1. Durant cette période, la personne porte-parole recevra une communication dans son compte Arima si votre demande fait partie des demandes qui peuvent être reçues par le ministère. Cette communication inclura le lien pour télécharger le formulaire de l'étape 2. Faites attention à ne pas utiliser un formulaire des années précédentes. Le lien pour télécharger le formulaire qui s'intitule « Fiche individuelle du garant, personne physique ». La liste des documents à soumettre pour appuyer votre demande d'engagement. Le lien vers une capsule d'aide sur Arima, étape 2. Que devez-vous faire si votre demande est retenue à l'étape 2? Télécharger et remplir le formulaire de l'étape 2. Télécharger et remplir la fiche individuelle du garant personne physique pour chaque membre de votre groupe. Réunir tous les documents requis. Transmettre le formulaire et les documents en appui via le compte de la personne porte-parole dans Arima et dans le délai indiqué dans la communication reçue. Il est crucial que la demande présentée à l'étape 2 soit identique à celle transmise à l'étape 1. Cela signifie qu'elle doit viser la même personne requérante principale, inclure les mêmes membres de sa famille qui l'accompagnent, être présentée par la même personne porte-parole et les mêmes membres du groupe de 2 à 5. Maintenant que nous avons vu comment présenter les demandes d'engagement, examinons en détail les documents à transmettre pour compléter votre dossier. Voyons ce qui est requis pour chaque groupe et chaque membre. Commençons par ce qui concerne le groupe. Premièrement, le formulaire étape 2 de la demande d'engagement incluant le plan d'accueil et d'intégration. Ensuite, une copie d'une pièce d'identité de la personne requérante principale et de chaque membre de sa famille qui l'accompagne ou qui ne l'accompagne pas. Passons maintenant à ce qui concerne chaque membre du groupe. Le formulaire qui s'intitule « Fiche individuelle du garant, personne physique » et tous les documents à jour requis à l'appui de la demande, comme indiqué dans l'annexe de la fiche individuelle du garant, personne physique. Quels documents fiscaux devez-vous fournir pour chaque membre du groupe? Vous le verrez à l'écran. Ces documents sont essentiels pour démontrer votre capacité financière à soutenir les personnes parrainées. Assurez-vous de fournir des copies claires et lisibles. En plus de ces documents, d'autres pièces justificatives peuvent être requises selon votre situation spécifique. Avant de finir, une bonne astuce pratique est de consulter les capsules d'aide sur Arima. Elles vous aideront à suivre correctement chaque étape et à vous assurer que votre dossier est complet. Après avoir rassemblé les documents requis, il est important que la personne porte-parole suive
attentivement les instructions pour les soumettre correctement. Vous verrez les instructions à l'écran. Même en prenant en compte ces éléments, il faut assurer que la personne porte-parole fasse un suivi proactif. Elle doit suivre régulièrement le compte Arima pour toute mise à jour ou notification. Le suivi proactif est nécessaire pour répondre rapidement à toute demande supplémentaire du ministère. Restez en contact avec les autres membres du groupe de parrainage pour avoir toute nouvelle communication ou directive. Le groupe doit élaborer un plan d'accueil et d'intégration bien défini, essentiel pour garantir que les personnes parrainées reçoivent le soutien nécessaire à leur établissement au Québec. Le plan doit présenter les moyens par lesquels chaque membre du groupe assurera l'accueil et le soutien des personnes parrainées. Il s'agit d'une distribution des tâches parmi les membres du groupe et possiblement d'autres personnes impliquées. Par exemple, une tâche du plan est de trouver un logement, tandis qu'une autre peut être de fournir un soutien pour l'inscription à des cours de français. Même si le groupe se divise les tâches entre différentes personnes, il reste de leur responsabilité en tant que groupe de s'assurer que le plan soit respecté. Enfin, n'oubliez pas que chaque membre du groupe est solidairement responsable des obligations contractées envers les personnes parrainées. Chaque personne du groupe doit activement s'impliquer pour assurer les meilleures conditions pour leur bien-être et leur établissement dans une nouvelle vie au Québec. Pour la demande d'engagement, le ministère évalue si chacun des membres du groupe satisfait aux exigences réglementaires. Plus précisément, le ministère vérifie, premièrement, l'âge, le statut au Canada et l'adresse au Québec de chaque membre du groupe. Deuxièmement, il procède dans certains cas à des vérifications auprès du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou auprès de Revenu Québec. Troisièmement, une vérification des antécédents judiciaires est effectuée. Ensuite, chaque membre du groupe doit démontrer qu'il dispose de ressources financières suffisantes et disponibles pour respecter son engagement. Les ressources peuvent provenir du Canada ou de l'étranger. Elles doivent être disponibles, déclarées dans les documents fiscaux au Canada et transférables au Canada si elles proviennent de l'étranger. Au niveau de la capacité financière, le ministère a 3 éléments à évaluer. Premièrement, la capacité financière des membres du groupe de 2 à 5. Je précise que l'on parle des revenus seulement. Chaque membre doit prouver qu'il dispose et qu'il continuera de disposer pendant la durée de l'engagement de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa propre famille. Chaque membre doit disposer d'un revenu annuel au moins égal au revenu de base requis selon le barème de l'annexe B. Le calcul se fait en vérifiant les tableaux sur le site web du ministère et en ajustant selon le nombre de personnes dans votre famille. Je vous invite à voir le tableau A qui se trouve dans l'annexe B que vous verrez à l'écran. Deuxièmement, la capacité financière pour les personnes parrainées. Ici, je précise que l'on parle des revenus et des avoirs. Le groupe dans son ensemble doit démontrer avoir le montant requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne requérante
et des membres de sa famille qui l'accompagnent. Pour connaître le montant requis pour subvenir aux besoins essentiels des personnes parrainées, vous devez vérifier le montant à démontrer sur le tableau B dans l'annexe D. Troisièmement, prise en compte des engagements antérieurs. Les montants liés à des engagements antérieurs dans le regroupement familial ou le parrainage collectif sont également pris en compte dans l'évaluation de la capacité financière à respecter. Je vous invite à utiliser l'outil d'évaluation disponible sur le site du ministère. Enfin, veuillez prendre en considération 3 éléments importants. Tout d'abord, si un membre du groupe ne fournit pas la contribution financière à laquelle il s'est engagé, le ou les autres membres du groupe sont quand même tenus de respecter l'engagement financier. De plus, la véracité des déclarations est cruciale. Toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de votre demande. Pour terminer, l'examen de la demande d'engagement est une étape clé pour s'assurer que vous pouvez soutenir les personnes parrainées. Préparez-vous et assurez-vous de fournir toutes les preuves nécessaires pour démontrer votre capacité à respecter cet engagement. Une fois que la personne porte-parole a transmis les documents, il est temps de passer à la décision concernant la demande d'engagement. Il existe 3 possibilités de décision: l'acceptation, le refus ou le rejet de la demande. Si la personne responsable de l'examen de la demande détermine que vous avez satisfait à toutes les conditions réglementaires, votre demande d'engagement sera acceptée. Vous recevrez alors une lettre d'acceptation accompagnée d'une copie de l'engagement accepté et signé. Le ministère vous fournira également les instructions pour transmettre une demande de résidence permanente à IRCC pour les personnes parrainées. Appelons cette partie l'étape 3, dont je vous parlerai dans une autre capsule. Si IRCC confirme que la personne requérante principale satisfait aux critères d'éligibilité, soit qu'elle est reconnue comme réfugiée ou personne provenant d'un pays d'accueil, le ministère recevra d'IRCC les informations nécessaires pour sélectionner cette personne et les membres de sa famille. En revanche, si cette personne n'est pas reconnue comme réfugiée ou comme personne provenant d'un pays d'accueil, l'engagement devient caduc et aucune demande de sélection ne sera présentée. Dans certains cas, une décision de refus peut être rendue. Si la personne responsable de l'examen considère que le groupe n'a pas démontré qu'il satisfait aux conditions réglementaires relatives à l'engagement, elle lui achemine un avis d'intention de refus de sa demande. Cet avis précise les motifs de l'intention de refus de la demande. Si les informations fournies sont jugées satisfaisantes, la demande peut être acceptée. Cependant, si les renseignements restent insuffisants ou si les personnes garantes ne répondent pas à l'avis dans les délais demandés, la demande sera refusée. La personne porte-parole recevra une décision de refus expliquant les motifs. Une décision de refus peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif au Québec. Si la personne responsable de l'examen de la demande a des motifs à croire que la demande contient des déclarations dont la véracité n'est pas démontrée, un renseignement ou un document faux ou trompeur, elle transmet à la personne porte-parole un avis d'intention de rejet de sa demande. Si les informations fournies sont jugées satisfaisantes,
la demande peut être acceptée. Cependant, si les renseignements restent insuffisants ou les personnes garantes ne répondent pas à l'avis dans les délais demandés, la demande sera rejetée. La personne porte-parole recevra une décision de refus expliquant les motifs. Une décision de refus peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif du Québec. Je comprends que tout cela peut paraître assez long. Je vous invite à écouter Sandra qui vous donnera un aperçu personnel sur l'étape 2. Donc, comme c'est un processus qui peut s'étaler sur plusieurs années, c'est important, je crois, de réviser ce plan d'accueil au fur et à mesure du processus, de s'assurer que les tâches qui ont été réparties entre les membres du groupe conviennent toujours à leur réalité, leur capacité d'engagement. Et il faut aussi prendre en considération la réalité et le vécu des personnes qu'on parraine. Donc, il faut s'adapter à leurs besoins et il ne faut pas se limiter à ce qui est sur la liste, mais vraiment s'assurer que leur accueil est complet et intégral. Toutefois, l'acceptation de l'engagement n'est que le début du processus. Il y a des étapes à suivre avec le gouvernement fédéral avant de pouvoir accueillir les personnes parrainées au Québec. Prenez maintenant un moment pour vous détendre, faites une pause et servez-vous un verre d'eau. Une fois que vous êtes prêt ou prête, je vous invite à continuer en regardant notre prochaine vidéo qui s'intitule « Étape 3 » la demande de la résidence permanente des personnes réfugiées auprès d'IRCC.